Dans ce nouvel épisode du podcast L'Instant Outdoor, je reçois Gaëtan. Gaëtan est le taulier du podcast Trail Story. Vous allez voir dans cet épisode le parcours de Gaëtan, pourquoi il a créé ce podcast et comment il voit à l'avenir son podcast. J'ai beaucoup apprécié rencontrer Gaëtan par l'intermédiaire de cet échange et je vous souhaite une très très bonne écoute sur l'Instant Outdoor. Bon, alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Gaëtan. Et alors Gaëtan, vous allez peut-être reconnaître sa voix parce que vous l'avez sûrement entendu grâce à son podcast Trail Story. Comment vas-tu, Gaëtan ? Eh ben écoute, ça va très bien. Bon, super. Alors, tu me disais que tu es à Lille et que chez toi, il fait comme chez moi. Là, on enregistre fin novembre. C'est pas terrible la météo en ce moment. On arrive dans les jours un peu plus sombres. Oui, ben c'est ça. Et effectivement, on est dans une belle météo de novembre avec un plafond gris très bas et une petite bruine lilloise comme il se doit en cette période. Ah, le fameux crachin breton. Tu le connais celui-là ? Alors nous, c'est le crachin du Nord, mais le breton, il doit y ressembler un peu, je pense. Ah, c'est ça, là, le truc qui ne te quitte jamais de la journée. Il est là le matin, il est encore là le soir quand tu vas te coucher, c'est absolument fantastique. Voilà, c'est ça. Bon alors Gaëtan, je t'ai fait de toutes petites présentations, mais est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît ? Alors bonjour à tous, moi c'est Gaëtan Pitaval, je suis marié, j'ai 46 ans et je suis papa de 3 enfants, donc une grande qui vit à l'étranger, à Londres exactement, un ado qui a 15 ans qui est passionné de skate et qui est en première, et puis une petite dernière qui elle entre en sixième et qui doit s'organiser. Et alors je suis chef de produit dans une marque de trail, donc la marque Evadict. Et à côté de ça, j'ai créé il y a un an le podcast qui s'appelle Trail Story. Peut-être que les gens connaissent ou ne connaissent pas. Et donc c'est un podcast dédié aux aventures et aux émotions autour du trail. Cool. Bon, bah écoute, ça fait déjà une très belle présentation. La première, je pense que tu ne t'attends pas du tout à cette question que je vais te poser, mais mon passé de skater a envie de te poser la question. Comment tu vis le fait que ton fils détruise absolument tous ses chaussures à cause du skate ? Eh bien écoute, dans mon travail, j'ai la chance de travailler avec des gens qui travaillent dans une marque de skate. Ah, Donc j'ai la chance de pouvoir tester des modèles et lui faire tester pas mal de choses. Et j'avoue qu'ils détruisent bien leurs modèles. Et surtout, on a pu mesurer qu'il y a des modèles qui sont bien plus résistants que d'autres. voilà, c'est un avantage du métier, effectivement, parce que le skate, j'en ai fait pendant 5 ans et c'est absolument un scandale pour les chaussures. À l'époque, on mettait de la shogu. Je sais pas si tu connais ce truc-là. C'est une espèce de colle qui ressemble un peu à le chum grip. Ouais, d'accord, je vois le On, truc. on mettait ça sur les chaussures pour les renforcer et puis pour éviter de les détruire trop rapidement. Des petites astuces comme ça qu'on avait. Bon, ça marche. Alors toi, du coup, tu es trailer. Quel est ton profil et ton histoire de coureur ? Alors mon histoire de coureur, elle est classique, hein. C'est plutôt un parcours d'abord sur la route, avec plutôt des 10 km, des semi-marathons. Et puis en 2014, je me suis lancé un petit défi. J'ai dit tiens, je vais tenter le marathon de Paris. Et puis ça s'est bien passé. Et puis du coup, au mois de mai, j'étais sur le marathon de Paris et j'ai dit tiens, cette année, je vais faire la Saint-Élion. Et je me suis lancé sur la Saint-Élion en fin d'année et je me suis cassé les dents. Donc ça m'a fait apprendre l'humilité en tout cas, cette première Saint-Élion, parce que au 50e kilomètre, j'avais le dos en vrac et j'arrivais plus à avancer. Donc j'ai découvert le trail longue distance via la Saint-Élion et depuis j'ai pratiqué pas mal de courses, on va dire de moyenne distance, plutôt en dessous de 100 km. Et puis j'ai quand même fait un ultra trail il y a quelques années qui est la Diagonale des Fous en 2019. Et voilà, donc je suis un peu éclectique dans mes choix de course. Parfois c'est dans les Alpes, parfois c'est dans ma région, parfois c'est à l'étranger. Donc j'ai la chance de pas mal voyager pour vivre des courses différentes. Et alors, du coup, toi, tu as quand même une préférence dans dans tout ce choix que l'on a dans les trails que l'on peut faire ? Ah, mais je dirais que les courses de référence, je dirais la plus belle, c'est quand même la Diagonale des Fous parce que les paysages ils sont juste
hallucinant et magnifique, donc par la beauté de l'île de la Réunion. Donc ça, c'est entre guillemets, c'est ma course de cœur. Mais j'avoue que j'ai un petit faible pour le marathon d'Écosse aux Templiers, qui est un marathon que j'ai fait plusieurs fois, et à chaque fois que je retourne aux Templiers, j'adore ce coin. C'est beau, c'est magnifique, et j'adore aussi Gilles Bertrand et l'état d'esprit de cette course, qui est une course qui reste à la fois très, c'est une belle course, c'est une grosse course, mais il y a vraiment ce côté local et un peu pur du trail qui ressort et que je sens bien dans ce Larzac ou dans ce marathon d'Écosse là. C'est magnifique et j'avoue que c'est une course, j'ai vraiment plaisir à y retourner régulièrement. Ouais, tu vois, je sais plus où où je l'ai entendu dire ça. Ça me reviendra peut-être où il disait justement Gilles Bertrand que lui, pour lui, la course, elle était chouette aussi à suivre parce que il se déplaçait de ravitaillement en ravitaillement et puis il était toujours, il y avait toujours une espèce d'ambiance de discussion entre les bénévoles et les accompagnateurs, de savoir qui allait arriver en premier et que du coup il y avait quelque chose d'assez authentique là-dedans, de savoir qui allait arriver en premier au ravitaillement, d'essayer de faire des pronostics et que c'était quelque chose qui avait disparu un peu avec les live trails qui arrivent de plus en plus maintenant sur les trails. Donc c'est vrai j'y suis jamais allé au Templier, mais ça donne vraiment envie, ce côté authentique. Alors en tout cas, après avoir fait des dizaines de trails et de ravitaillements, les plus beaux ravitaillements, c'est quand même aux Templiers où on arrive dans des petits villages où dans les ravitaillements déjà les bénévoles, c'est des gens qui sont là historiquement depuis des années. Ils connaissent tout le monde, donc quand on arrive, on est hyper bien accueilli. Et alors la qualité des ravitaillements avec des fromages, parfois même de la bière. Dans le dernier ravitaillement, dans la ferme, dans la ferme du Cadre, il y a vraiment, ils font cuire des saucisses. Enfin, c'est vraiment c'est vraiment une vie à part, ce monde des bénévoles des Templiers, parce que les gens, ils sont passionnés et ils viennent chaque année avec plaisir. Et il y a une ambiance sur cette course qui est un peu particulière, je trouve, qui est très belle. Alors toi, c'est quelqu'un que tu as reçu dans ton podcast, Gilles Bertrand? Alors Gilles Bertrand, c'est un des tout premiers que j'ai interviewé parce que justement quand j'ai lancé le podcast, j'avais envie de parler des origines du trail en France. Et le premier podcast, enfin le deuxième après avoir parlé des trails américains, j'ai parlé des origines du trail en France et j'ai interviewé Gilles Bertrand, qui pour moi est vraiment quelqu'un de magnifique de par déjà son parcours journalistique. J'adore ce qu'il écrit, j'adore ses livres, j'adore les photos qu'il place avec ses livres. Et puis surtout, c'est un poète, quoi. Moi, c'est quelqu'un qui est capable de me faire pleurer au départ du Grand Trail des Templiers par son petit mot, parce que ça me touche. Donc Oui, c'est c'est vrai quelqu'un qu'il qui paraît est. qu'il est assez mythique, son discours du début de course. Alors, en tout cas, l'année où j'ai fait le Grand Trail des Templiers, je crois que j'ai bien versé ma larme quand même, parce que il a vraiment des mots magnifiques. Et puis avec la musique, l'ambiance du départ, c'est toujours un moment qui est à part, hein. Hmm. Les Templiers, c'est un peu comme le départ de l'UTMB. On est vraiment dans des sensations qui nous dépassent un peu. Bah, c'est vrai que certains vont regretter ce côté justement d'avoir beaucoup de monde et qu'on perd un peu justement cet esprit de trail où ça sert en comité réduit, etc. Moi, je trouve que quand même sur ces gros événements, il y a quelque chose qui se dégage de particulier et, et ils arrivent quand même à nous faire ressentir des émotions qu'on n'arrive pas à ressentir ailleurs. Alors sur les autres petits trails, on ressent aussi d'autres types d'émotions, mais sur ces gros événements, il y a quand même un truc en plus. C'est sûr que, en tout cas, au départ de ces courses, il se passe toujours quelque chose de très fort. Et les Templiers, pour le coup, chaque fois que j'y vais, à chaque fois, c'est la même émotion, hein. C'est très fort. Hmm. De par justement les bénévoles, l'organisation, Odile et Gilles, c'est vraiment des gens qui sont très touchants, très accueillants et qui ont essayé de garder les origines du trail dans toute leur splendeur. Donc moi, quand je vois l'arrivée des Templiers, il y a très peu de drapeaux. Maintenant, c'est des panneaux en bois. Le podium, il est à côté d'une petite ferme en briques. Donc
on sent que tout est pensé pour que ça reste le trail des origines, quoi. Hmm. Et alors, toi, justement, on va parler un petit peu du podcast. Dans cette ambiance-là, tu t'es dit, moi, il faut que il y a des histoires qui méritent d'être racontées. Comment est-ce que le podcast est né, en fait, et comment tu as concrétisé cette aventure? Eh bien, écoute, j'avais pas du tout prévu de monter un podcast un jour, et puis le Covid l'année dernière nous a mis tous en confinement et en chômage partiel ou total. Et pendant cette période-là, c'est une période où j'avais un peu plus de temps. Donc j'en ai profité pour faire deux choses. La première, c'était faire une formation de coach en préparation mentale du sportif. Donc ce que j'ai fait pendant le confinement pour m'occuper. Et puis après, les après-midi, j'écoutais souvent un podcast. Alors je ne sais pas si tu le connais, qui s'appelle Une lettre d'Amérique Non, je connais de pas. Philippe Corbet, qui était le correspondant de RTL à New York pendant plus de 5 ans, je crois. Et en fait, il couvrait toute la vie aux États-Unis pendant la pandémie, et aussi la campagne électorale américaine entre Joe Biden et Donald Trump. Et en fait, chaque mardi, j'étais comme un dingue, j'allais sur le podcast parce que j'attendais son podcast. Et je me suis dit, tiens, c'est incroyable quand même qu'on puisse être accro à un podcast quand même, c'est bizarre. Et puis du coup, je me suis dit, bah tiens, peut-être que dans le trail, il y en a qui existent. Et effectivement, dans le trail, il y en a qui existent. Donc, il y a Let's Trail, il y a toi, il y a pas mal de podcasteurs qui se sont lancés. Et du coup, ça m'a donné envie d'essayer de faire ça. Donc, j'y connaissais absolument rien, hein. Donc, je suis allé sur Internet, j'ai regardé un peu comment ça se passait pour créer un podcast. Et puis, ça m'a pas paru si dur ou si compliqué. Donc, je me suis lancé à la rentrée. J'ai enregistré mes petits épisodes pendant l'été. Et puis, en septembre, j'ai lancé le podcast Trail Story. C'est vrai que le podcast, c'est finalement l'une des choses les moins difficiles à créer, parce qu'il y a qu'à enregistrer une conversation et puis la publier comme ça, si on veut rester très simple dès le début. Pour autant, c'est aussi la difficulté sur le podcast, c'est de le faire connaître. Parce que du coup, il n'y a pas ce côté de viralité que l'on peut avoir sur Facebook, sur une photo Instagram, sur une vidéo YouTube qui va être mise en avant par l'algorithme. Enfin voilà, il n'y a pas cette viralité sur le podcast. Toi, tu avais quoi comme ambition pour ton podcast quand tu l'as lancé? Alors moi, quand je l'ai lancé, moi je suis vraiment amateur, hein, dans le sens où j'avais pas d'ambition du tout. L'ambition première, c'était de rencontrer des gens passionnés et passionnants qui nous parlent de leurs émotions en trail, parce que je m'aperçois que plus je côtoie le milieu du trail et plus je vois des gens qui aiment bien partager sur leurs expériences et autres. Et donc mon idée, c'était à la fois d'interroger des athlètes, des gens du peloton comme moi, comme des personnes qui n'ont pas forcément des performances. Et donc j'avais pas d'ambition d'écoute. Et d'ailleurs, je suis assez mauvais en communication. Si on parle de communication sur le podcast, je vois qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus affûtées que moi sur tout ce qui est réseaux sociaux et autres. Et j'avoue que l'ambition, c'était à la fois faire plaisir aux auditeurs qui aient du plaisir à écouter les podcasts, et puis rencontrer des gens et vivre de belles aventures le temps des interviews. Et j'avoue que je suis pas déçu du tout, parce que je suis largement récompensé par ces enregistrements et ces podcasts, puisque voilà, il y a de plus en plus de personnes qui écoutent. Et j'avoue que j'avais pas du tout en tête au début, je pensais que 100 écoutes, c'était déjà bien pour moi. Donc voilà. Et donc là, quand je vois que ça explose un peu, je suis content. Tu as combien d'écoutes maintenant par mois? Alors là, alors, attends, je sais pas toi où tu en es, mais moi, je suis à peu près à 10 000 à 12 000 écoutes en moyenne par mois. Ouais, c'est déjà bien, hein. Ça fait une belle moyenne, de beaux chiffres quand même. C'est gratifiant, hein, quand tu vois que les gens écoutent, réécoutent, partagent, etc. Donc c'est chouette. Euh, alors justement, tu disais que tu n'avais pas de grandes ambitions pour le podcast, mais que tu avais quand même à cœur de partager les histoires. Et ça,
c'est l'une des choses que je trouve qui est fabuleuse avec notre sport, c'est que les élites et les gens qui sont tout en haut des classements sont très accessibles et il y a beaucoup d'histoires à raconter, même chez les gens qui ne le sont pas. Toi, tu préfères partager quel type d'histoire? Les élites, les organisateurs, le peloton? Tu as une préférence dans tout ce que tu as reçu? Alors franchement, je fais vraiment au feeling et j'avoue que je prends autant de plaisir à interviewer un athlète que un ami ou un collègue qui va finir millième d'une course, parce que tout ce qui m'intéresse, c'est la passion partagée du trail. Et en plus, dans les écoutes, je me suis aperçu que finalement, les belles histoires, elles étaient aussi écoutées, parfois même plus que certains athlètes. Donc c'était un peu euh, j'ai posté des épisodes sur des courses, sur des moments de vie entre elles qui ont eu plus d'écoute que avec des athlètes de haut niveau. Donc voilà, c'est pas n'empêche pas l'autre, mais j'avoue que les échanges, que ce soit avec un passionné de trail qui est coureur un peu trailer débutant ou trailer perfectionné, ça m'intéresse autant que d'écouter un athlète de haut niveau. Alors l'athlète de haut niveau, l'avantage c'est que il a un côté très affûté dans les entraînements et je pense que les auditeurs, ça peut les aider dans leur préparation de courses et autres. Donc il y a un petit côté conseil qui apparaît plus. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence. Et il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est interviewer les organisateurs de courses. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment parce qu'on voit l'envers du décor, en fait. Souvent, on se rend pas compte qu'une course, c'est des bénévoles, c'est une organisation qui prend un temps de dingue. Et j'ai en mémoire justement quelqu'un que tu connais bien, qui est Serge Moreau, Mhm. que j'avais interviewé pour l'organisation du premier trail de Serponçon. Et quand il m'expliquait les difficultés d'organisation en période de pandémie, avec toutes les normes de sécurité et autres, je me dis quand même, les bénévoles qui sont là pour juste organiser des courses, ils ont un mérite incroyable parce que ils y passent des heures et des heures et derrière, voilà, il y a pas d'argent, c'est juste le plaisir d'organiser des courses et de se faire plaisir entre potes et ça c'est quelque chose que moi qui me parle beaucoup. C'est vrai que les organisateurs, ils ont quand même la foi quand même, parce que surtout avec la période du Covid là qu'on a connue, où t'as des courses qui se sont fait annuler 2 fois quand même, hein. Mhm. Si tu te retrouvais par exemple au mois d'avril, le premier confinement, tu te l'es pris pleine poire, le second pareil. Ça a été quand même assez compliqué et d'arriver à garder la foi, réunir toujours une équipe de bénévoles qui a perdu le rythme de faire partie de cette vie de l'organisation de course. C'est ultra courageux de leur part de continuer, de persévérer et je te rejoins tout à fait. Le profil des organisateurs est toujours très chouette à interviewer parce que c'est des gens qui ont des histoires souvent super sympas à raconter. Ouais, c'est clair. Et en plus, faut qu'il soit charismatique parce qu'il faut emmener des gens et faut organiser, faut convaincre, faut aller voir les élus. Enfin, c'est compliqué, hein. Moi, je sais que dans le Nord, on organise avec quelques copains une course qui est un 10 km. Quand je vois déjà l'organisation pour juste faire un 10 km avec 1500 coureurs, c'est compliqué. Alors, j'imagine même pas les trails et ultra trails où on passe dans X parcs avec X bénévoles et X mairies à contacter. C'est pas simple. Ouais, je commence là tout juste à réfléchir sur un projet d'ultra et je te confirme, c'est incroyable le nombre de démarches qu'il y a à faire et puis l'équipe à réunir, quoi, parce que ça représente du monde. Parce que trouver des gens qui sont capables de rester toute une nuit à attendre un ravitaillement, bah bonjour, quoi. C'est, Mm. il n'y en a pas forcément beaucoup et ça demande vraiment un gros, gros, gros boulot, quoi. Rien que Mm. pour une course, quoi. Alors si en plus tu rajoutes d'autres courses sur la même course, alors, ouais, Et bien souvent, c'est une histoire de potes, hein. Là, il y a quelques semaines, j'ai interviewé Zinzin Reporter que beaucoup de trailers connaissent. Et il est en train d'organiser son ZUT, hein, son Mm. Zinzin Ultra Trail dans les Cévennes. Et il m'expliquait qu'à la base, ça part d'une motivation entre potes et l'envie de faire découvrir sa région qui est magnifique
Et bien souvent, c'est l'impulsion comme ça, elle vient de groupes d'amis qui se motivent à organiser des courses. Et c'est le moteur un peu moteur de cette amitié qui fait que les courses ont lieu. Hein. Donc c'est génial. Hein. Ah, c'est clair, hein, ça souvent avec un petit noyau, ce qui part soit d'un club, soit d'un groupe de potes, comme tu le dis, et puis qui arrive à monter comme ça de grands projets. Toi, en parlant de projet, toi justement, tu en es où dans ta planification d'année 2022? Parce que je cherche encore, moi, des idées de trail à participer. T'as déjà tout bouclé là? Alors moi, c'est pas bouclé, on en discutait. Donc déjà, là, je suis blessé depuis quelques semaines. Là, j'ai une contracture au mollet qui passe pas. Et cette année, franchement, j'ai pas fait énormément de trail. J'ai fait le Grand Trail de Serponçon là au mois de septembre. Et 2022, c'est un peu la reprise, on va dire, après post-pandémie, puisque j'ai toujours 2 tickets dans l'UTMB. Je vais faire sans doute le Trail des Filles. Euh, donc peut-être que j'irai aussi au Templier. Puis il y a toujours la Saint-Élion, éventuellement en fin d'année, qui est dans ma région d'origine. Que j'aime bien cette course, elle est un peu mythique pour moi. J'aime bien l'ambiance de nuit, dans la neige, dans le froid, les frontales. Ça me parle aussi. Et voilà, donc je dirais sur le premier semestre, ça va être plutôt cool et monter en puissance. Et puis après, si le tirage au sort de l'UTMB est favorable, va falloir se préparer. Et on a un groupe là où on a tous le nombre de tickets dans le chapeau et on attend depuis 3 ans là parce que les règles ont changé, hein, comme tu dois le savoir. Mhm. Avant, au bout de trois tentatives, on était sûr d'être pris. Maintenant, c'est plus forcément le cas avec la nouvelle organisation des points et la pandémie. Donc voilà, ça va se décider. Je pense que mi-janvier, je serai un peu fixé sur ce que je vais faire en 2022. Mhm. Donc Trail des Filles, c'est sûr. Et puis après, ça sera sans doute l'UTMB. Et puis s'il n'y a pas l'UTMB, peut-être les Templiers, et puis la Saint-Élion. Ouais, donc tu te diriges quand même vers des courses mythiques, longues et qui vont te ramener plein de souvenirs plein la tête, quoi. Ça Ouais, part comme ça. c'est vrai que l'UTMB, alors c'est pas bien de dire ça, mais ça reste un rêve quoi qu'il en soit. Et puis chaque année, on va à Alors Chamonix. pourquoi c'est pas bien de dire ça? Alors je sais pas parce que l'UTMB, je suis un peu toute son actualité. Et c'est une course qui devient de plus en plus décriée par les puristes du trail, mais parce que voilà, l'association avec Ironman, il y a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Moi, je pense que la famille Poletti, elle a fait émerger l'une des courses les plus connues dans le monde avec toute la croissance qu'il y a pu avoir derrière avec des athlètes, des marques. Donc, ça a tiré tout le trail, je dirais, vers le haut. Et maintenant, c'est vrai que pour certains trailers, c'est un peu délicat ce tournant avec les histoires de courses partenaires ou autres. Mais bon, moi, chaque année, je vais à Chamonix et chaque année, quand Ludo Collet il lance le départ de la course, chaque année, j'ai les poils qui se dressent et chaque année, j'ai envie de pleurer quand je vois les champions arriver. Donc, c'est une course qui fait partie de la légende du trail. C'est la plus grosse course mondiale. Voilà, moi j'ai eu la chance par mon métier de voyager à l'étranger, que ce soit en Chine, aux États-Unis ou ailleurs. L'UTMB, c'est unique au monde. Et quand on va en Chine, qu'on fait un trail avec des Chinois, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de venir à Chamonix fin août pour faire une des courses de l'UTMB. Donc on s'en rend pas forcément compte, nous, parce on est en local. Mais en tout cas, vu de l'étranger, ça reste quand même la course mondiale de référence où tous les plus grands athlètes s'affrontent. Et à chaque fois, on vibre, à chaque fois, on vit quelque chose d'exceptionnel. Alors, moi, je cours pas l'UTMB, hein, j'ai juste fait la CCC, l'OCC, pardon, et la MCC, mais j'imagine ce qu'on peut ressentir au départ d'une course comme l'UTMB quand on est coureur. Et pour avoir vu pas mal de départs et d'arrivées, j'avoue que ça fait rêver. Bah, moi, je trouve que le français a un peu, enfin, français trailer a un peu tendance à s'auto-flageller parce que c'est quand même une fierté mondiale d'avoir sur son pays, dans son pays, la course la plus connue au monde. On devrait être, je trouve, tous fiers de ce que nos compatriotes ont réussi à monter.
Alors oui, ils gagnent de l'argent, mais en même temps ils travaillent donc why not? Ça n'empêche que, alors souvent on dit ouais le prix du dossard est bien meilleur, est bien plus important. Souvent moi je réponds bah ouais, mais quand tu vas au concert de Coldplay, le concert il dure peut-être 1 heure et demie, mais tu vas payer ton ticket beaucoup plus cher que si tu vas au concert de Jean-Michel Dufour qui habite dans ton quartier et qui fait un concert pour le village et qui va durer 1 heure et demie. Le spectacle n'est pas le même. Donc tu vas pas forcément payer le même prix parce que la prestation n'est pas la même. Donc cette histoire de prix trop important, etc. Ouais, mais en même temps, c'est un spectacle, c'est un show. Tu vas voir, tu participes pas que à une course, quoi. Il y a tout un, comme tu l'as dit, il y a Ludovic Collet qui te fait dresser les poils au départ. Il y a des gens sur tout le parcours. Tu tournes autour du Mont Blanc. Les ravitaux sont au top. Enfin, tout est millimétré. Enfin, non, voilà. Donc, j'en parle pas souvent sur le podcast, ça, de ce sujet-là, mais donc c'est pour ça que j'étais un peu lancé sur le sujet aussi. En tout cas, c'est une course qui est mythique. Tu l'as dit, hein, on visite 3 pays quand on fait le tour. Au niveau organisation, il faut le dire, c'est juste exceptionnel hein, d'organiser autant de courses sur une même semaine. Et après, pour la ville de Chamonix, alors moi, j'y vais chaque année depuis quelques années, et cette semaine-là, c'est l'effervescence. C'est comme quelqu'un qui va voir la finale de la Coupe du Monde, quoi. Il y a une effervescence dans Chamonix. Il y a l'esprit du trail et des coureurs, il est quand même là parce qu'on, même si oui, il y a du business, il y a des marques, il y a des choses, mais en tout cas, les gens qui partagent sur ces courses, c'est les gens comme nous. Donc, c'est des trailers passionnés qui viennent vivre leurs rêves. Et ça, on peut pas l'enlever. Mais effectivement, moi, je suis un peu, les Français, on a un peu, on aime bien, on est un peu paradoxal, c'est-à-dire que l'UTMB, ça nous fait rêver, on trouve que c'est compliqué, mais on veut tous y aller quand même. Mais voilà, en tout cas, moi, ça me fait toujours rêver, et c'est vrai que si j'ai ces tickets en janvier, je serais bien content de pouvoir tenter l'expérience. Eh ben écoute, je te le souhaite, vraiment. Ben, on croise les doigts. Ouais, j'ai pas eu la chance de faire l'UTMB, mais déjà rien que la TDS, ouais, je l'ai pas faite C'est en entier non, costaud. je l'ai pas faite en entier non plus malheureusement, mais ouais, c'est une belle aventure en tout cas quand t'es au départ de ces courses-là, il y a quelque chose quand même qui se passe. Ouais, c'est clair. C'est clair. Est-ce que toi justement, mis à part l'UTMB comme ça, il y a une course, un événement qui te fait rêver et auquel t'aurais pas participé? Euh, alors, moi, j'avoue que mon rêve absolu, c'était la Diagonale des Fous, et je dirais que j'ai eu la chance de la faire en 2019, et tout s'est passé comme un peu comme je l'avais imaginé, à mon rythme, mais en tout cas, ça a été une des plus belles courses de ma vie. Aujourd'hui, j'avoue que ce qui me fait rêver, c'est des courses parfois qui peuvent être. C'est bête ce que je veux dire, mais j'adore le trail américain parce que en 2017, on allait faire une course dans un parc américain qui s'appelle Zion avec quelques collègues. Et j'aime bien cet esprit un peu pionnier des Américains où on est vraiment dans une ambiance très, très sauvage et minimaliste, et surtout dans des espaces juste magnifiques. Alors, ça me fait rêver. Par contre, oui, il y a le bilan carbone, il faut prendre l'avion pour y aller. Donc, il y a une course là que j'aimerais bien, qui me titille un peu, c'est dans les Pyrénées, parce que j'ai très peu couru dans les Pyrénées, je connais presque pas. Je suis juste passé sur les Pyrénées qui sont plutôt proches de l'Atlantique. Et en tout cas, oui, le Grand Trail des Pyrénées, j'avoue que celui-là, quand je vois les paysages et quand les gens m'en parlent, ça a l'air d'être très très beau, très sauvage. Et j'avoue que c'est un coin de France que je connais pas, et ça me titillerait bien. C'est vrai que le GRP, c'est pareil, c'est une course ultra dure. Ouais, enfin, pour préparer justement la Diagonale des Fouilles, c'est peut-être une bonne idée ça d'aller faire ce trail-là ou d'aller faire un tour en Corse, sur le Gervin par exemple. Tu vois, on a quand même de la chance d'avoir toutes ces terres là qui s'offrent à nous en France. Et est-ce que tu es comment dire, tu es attiré par les courses un peu plus spécifiques, du type Barclay, Backyard, Dernier Homme debout. Est-ce que ces courses-là, elles t'attirent?
Alors ça m'attire en termes d'intervieweurs d'Entrail Story. J'ai interviewé Guillaume Calmette qui a fait la Barclay plusieurs fois et qui a gagné, enfin qui a fait une fun run, donc qui a fait 3 tours et qui a pas fait les 5, mais en tout cas la Barclay ça m'impressionne. Par contre, je suis pas du tout attiré parce que d'une part ça me paraît tellement énorme et surtout d'être perdu dans la nature comme ça, et il faut avoir un très bon sens de l'orientation. Et j'avoue que quand Guillaume Calmette m'a parlé de son expérience sur la Barclay, où il était à 3 kilomètres de l'arrivée et il s'est perdu et il s'est perdu pendant 8 heures, là j'avoue que ça m'a un peu refroidi. Et je pense que d'une part cette course elle est juste dingue, et Lazarus Lake pour moi c'est un extraterrestre dans le milieu du trail. Donc non, j'avoue que ces courses-là, ça me fait pas. J'aime bien voir les gens qui les font, mais je suis pas, je pense pas que j'ai le niveau pour faire ce type de course. Donc allez-y et racontez-moi. Voilà, c'est ça. Ça me paraît tellement fou que. Ouais. C'est sûr que ces courses-là, elles sont. Enfin, moi, je trouve ça c'est incroyable. Là, tu vois, l'année prochaine, je vais faire le dernier homme debout. Là, je vais essayer ça pour une fois, pour voir combien de tours je suis capable de faire. Mais effectivement, ouais, la Barclay, c'est juste dingue. Est-ce que tu as vu le film les Finishers? Alors, j'ai pas vu le film Les Finishers. J'avais vu un très beau film fait par l'équipe justement sur la Barclay il y a 4-5 ans, je crois, qui m'avait vraiment marqué. Et les finishers, j'ai pas mal vu de commentaires, donc je vais sans doute prendre le temps de le regarder. Mais oui, le livre et le film ont l'air juste dingues. Donc ouais, c'est quelque chose qui peut être très très intéressant. Je suis en train de le lire, là, le livre, et justement, j'ai vu le film, c'est fantastique. Tu te Mm. plonges vraiment dans l'histoire de ceux qui ont eu la chance de le terminer, enfin la chance ou les compétences de le terminer, de la terminer. Et c'est dingue. Donc ouais, je te recommande vraiment si tu peux, d'aller le voir. Là. C'est à faire. Après, tu vois, il y a un aspect, moi, qui m'intéresse vachement dans les gens qui pratiquent ce genre de course, c'est l'aspect mental. Parce que moi, tu vois, qui ai fait une petite formation en préparation mentale et que j'essaie de m'appliquer à moi-même et de coacher quelques copains en mode vraiment amateur, ces gens-là, quand même, pour moi, ça reste juste des extraterrestres parce que en termes de capacité de mental, de force psychologique, je pense qu'il faut être très 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 fort. Donc il faut être fort physiquement, mais après le physique ne suffit plus, et c'est un peu ce que dit euh, Monsieur Propage, Big Moustache, qui dit quand les forces physiques baissent, c'est le mental qui prend le relais. Et alors sur ces personnes-là qui font ce type de course-là, je pense qu'il faut avoir un mental de guerrier, quoi. Ah, c'est sûr que enfin, c'est juste incroyable parce que faut avoir une telle résilience, une espèce de résistance à la panique, parce que comme tu le dis, pour être perdu pendant 8 heures à 3 kilomètres de l'arrivée, ça paraît dingue. Et puis de pas perdre patience quand t'es à, je sais pas, les derniers là, avec 5 tours sur environ 50 kilomètres par tour. Voilà, ils sont à 250 bornes. Et quand tu trouves pas ces foutus livres pour arracher la page alors qu'il est à 3 mètres de toi, le truc, mais ça doit être juste, tu vas péter les plombs. Non, ça va être dingue. Ça va Ah, être dingue. ouais, non, c'est juste hallucinant. J'ai eu une question en ce qui concerne ton activité pro. Comment est-ce qu'on arrive chef de produit chez Vadict? Quel est ton parcours professionnel, scolaire, professionnel? Alors, mon parcours scolaire, moi j'ai fait une école de commerce standard. Par contre, c'est vrai que étant rentré chez Decathlon il y a plus de 20 ans maintenant, chez Decathlon, tous les gens qui y travaillent sont globalement des passionnés de sport ou pratiquent un sport régulièrement. Et ce qui a fait que j'ai choisi Decathlon, parce que avant Decathlon, je travaillais dans un cabinet de conseil américain. J'étais dans une tour en verre, dans un beau building. Voilà, mais en costard cravate. Et j'avoue que après avoir bossé 2 ans dans ce cabinet, je me suis beaucoup développé intellectuellement, mais par contre, il me manquait quelque chose qui était viscéral pour moi, c'était le sport.
Et quand je suis rentré à Decathlon, j'ai vraiment senti ce côté sportif, ce côté vital des gens qui sont juste des passionnés dans tous les sports. Hein. Il y a des passionnés, j'en parlais tout à l'heure, du skate, de la voile, enfin, il y a vraiment des gens passionnés dans tous les sens. Et du coup, moi, quand je suis rentré à Decathlon, je me suis senti comme un poisson dans l'eau. Et du coup, j'ai géré toute ma carrière dans cette entreprise. Et chez nous, c'est un peu la culture de la distribution. Hein. Il faut gravir les échelons. Donc responsable de rayon, responsable d'exploitation, directeur de magasin. Après, j'ai travaillé en production pendant quelques années. J'ai beaucoup voyagé dans les pays européens, notamment où on produit pas mal de produits. Et puis après, j'ai rejoint la marque de course à pied. Et voilà, je suis arrivé sur un poste liant à la fois ma passion pour le sport trail et puis mon métier. Donc j'ai la chance de vivre au quotidien ma passion. Donc ça, c'est comme dirait l'autre, que rêver de mieux. T'as pas l'impression de travailler? C'est vrai qu'il y a certains jours, je me dis, on a quand même de la chance de faire le métier qu'on fait. C'est un vrai privilège, ça. Ouais, et puis ce qui est passionnant, c'est surtout d'échanger, de partager avec les gens, parce que le métier de chef de produit, hein, dans toutes les marques, c'est écouter les gens et répondre à leurs besoins et leurs contraintes. Et c'est vrai que moi, j'adore aller sur les courses et regarder toutes les contraintes des gens, parce que ça me donne plein d'idées pour faire des super produits pour eux. C'est sûr que quand tu pratiques toi-même le sport et que tu as un entourage qui est dedans, ça doit être beaucoup plus facile et inspirant d'aller créer des produits qui sont de mieux en mieux. Et on le voit de toute façon sur la marque qu'elle a plutôt, moi je trouve très très bien évolué. Alors, je précise, ce podcast n'est pas du tout sponsorisé par Evadict. Même moi, je suis pas là pour faire la promotion. Non, mais bon, après tout le monde le sait. Hein, voilà, enfin, je crois que c'est assez, ça fait assez l'unanimité que les produits ont très très bien évolué. On voit qu'il y a une vraie volonté de Decathlon d'aller vers des produits toujours plus performants pour le trailer. Enfin voilà. Donc c'est chouette. Moi je trouve ça trop bien de pouvoir développer des produits sur un sport qui nous passionne comme ça. Ça doit être vraiment sympa au quotidien. En tout cas, on a la chance d'avoir un sport magnifique qui évolue dans un environnement magnifique. Et maintenant, tout l'enjeu des marques de trail, que ce soit Decathlon ou autres, c'est de faire en sorte que notre terrain de jeu il puisse s'épanouir au mieux le plus longtemps possible. Donc, à nous d'agir et de faire en sorte que notre sport continue dans des beaux environnements. Donc, on a tous notre petite pierre à y mettre. Exactement. Bon, écoute, Gaëtan, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé que tu aurais aimé ajouter à notre échange ? Eh bien, écoute, j'écoute tes petites chroniques régulièrement, donc je te félicite pour ton podcast, il est génial. Et j'avoue que je prends plaisir à écouter les chroniques de Serge Moreau, à écouter des interviews que tu peux faire. Et donc, c'est vraiment sympa, en tout cas, cette invitation. Et entre podcasteurs, trailers, voilà, le fluide passe bien. Exactement. Écoute, merci pour ton message de gratitude. Et écoute, moi, je vais continuer aussi avec grand plaisir à enregistrer ces épisodes parce que, comme tu l'as dit, hein, c'est toujours un vrai bonheur d'échanger avec toutes ces personnes qui ont des histoires fascinantes à raconter. Donc, merci pour ton message et merci aussi d'avoir accepté l'invitation et de te prêter au jeu dans le sens inverse, du coup. Pas de souci. Merci beaucoup, Gaëtan. À bientôt. À bientôt. Ciao. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode.